il est fréquent de s'intéresser aux décisions prises par les entreprises en difficulté, comme la modification drastique de leur plan d'investissement, la mise en œuvre de plans sociaux visant à réduire l'emploi, la suppression de dividendes ou encore la renégociation de la dette. Adelino et Dink traitent dans leur article publié récemment dans le Journal of Financial Economics un autre type de réaction, le lobbying pour bénéficier d'aides gouvernementales. Ces auteurs utilisent un cadre expérimental particulièrement propice, les réactions des sociétés non financières américaines lors de l'adoption, début 2009, du Stimulus Act en réponse à la grande crise de 2008. Les fonds en jeu étaient particulièrement élevés, 787 milliards de dollars, portés à 840 milliards de dollars par la suite, dont 27% consacrés à des aides fédérales directes qui ont touché environ 130 000 bénéficiaires. La première interrogation à laquelle les auteurs vont essayer d'apporter une réponse est de savoir si les entreprises en difficulté accroissent leurs dépenses de lobbying pour obtenir des soutiens. La réponse à cette question n'est pas évidente, car on soutient l'idée selon laquelle ce sont les sociétés les plus grandes et les plus prospères qui sont les plus agressives dans le domaine. La deuxième question étudiée suit logiquement la première. Dans le cadre de ce Stimulus Act, les entreprises qui ont été les plus dépensières en matière de lobbying ont-elles accru leur probabilité de bénéficier de l'une des aides distribuées? Enfin, est-ce que le montant de l'aide reçue a été affecté par l'intensité du lobbying? Apparaît-il un lien entre le montant des dépenses de lobbying et le total des aides reçues dans le cadre de ce plan? Dans cette étude, la première variable est le montant dépensé en lobbying. Les auteurs ont pu accéder à une information très riche disponible aux États-Unis. Les entreprises américaines ont l'obligation de déclarer semestriellement les sommes qu'elles dépensent en lobbying auprès du Senate Office of Public Records. Le Center for Responsive Politics retraite ces données brutes et les met à disposition sur l'Internet. Afin de disposer d'une mesure contemporaine du risque de défaillance, tenant compte de plus des anticipations du marché sur l'avenir de l'entreprise, Adelino et Dink adoptent comme mesure le spread observé sur le marché des Credit Default Swap, CDS. Le contenu informationnel de ces spreads apparaît dans la littérature comme riche à exploiter. Par exemple, dans l'article de Hart et Zingales, publié en 2011. A priori, le lien entre ces deux variables est ambigu. Les entreprises les plus risquées cherchent-elles le secours de l'État pour se sauver? Ou les entreprises qui dépendent le plus des dépenses publiques souffrent-elles d'une source d'incertitude supplémentaire? Une analyse de la simple corrélation entre les deux variables ne permet pas de trancher sur le sens de la causalité. Autre problème, les sociétés recourant au lobbying ne sont qu'une petite fraction de l'ensemble des firmes. Il est possible que la décision de pratiquer le lobbying soit causée par des variables non observables et donc omises dans l'étude. Si ces variables sont liées elles aussi à la santé financière des entreprises, une corrélation entre le lobbying et la santé financière va apparaître sans qu'il y ait de réel lien de causalité. Pour contourner ces difficultés, Adelino et Dink recourent à la méthode dite D in D, Difference in Difference. L'idée est de regarder comment les entreprises changent leurs dépenses en lobbying quand leur risque de défaillance évolue. De le faire avant et après un grand choc économique qui n'a pu être anticipé. De ce point de vue, la crise de 2008 est un bon exemple. Si une différence apparaît entre les deux périodes, elle peut être attribuée à l'accroissement inattendu du risque. Adelino et Dink partent du fichier des dépenses de lobbying
fournis par le CRP. Il cumule les sommes engagées par les sociétés appartenant à un même groupe, les croise avec celles concernant les CDS et provenant de DataStream, ou portant sur les autres données financières fournies par Compustat. Après avoir éliminé les sociétés financières du fait de leur spécificité et des données extrêmes, il dispose d'un échantillon de 357 firmes. Pour répondre à la première interrogation, Adelino et Dink estiment un modèle de régression décrivant l'évolution entre avant la crise, premier trimestre 2008, et après, premier trimestre 2009, quand la législation est adoptée. La variable dépendante est la variation des dépenses de lobbying normée par le total des actifs. La variable explicative est la variation du logarithme du spread des CDS. Le modèle contient des variables de contrôle et de trend sectoriels. Que ce soit pour l'échantillon complet des 357 firmes ou l'échantillon réduit au cas des 212 lobbyistes les plus actifs, le coefficient associé à la variable de mesure du risque de défaillance est significativement positif. Les entreprises les plus exposées au risque de défaillance ont bien accru leurs dépenses de lobbying, alors qu'elles réduisaient au même moment leurs investissements, ce que traduisent d'autres régressions effectuées par les auteurs. Les auteurs ont par ailleurs relevé les noms des entreprises effectivement bénéficiaires du Stimulus Act. Ils ont estimé ensuite un deuxième modèle de régression de type logique où la variable dépendante vaut 1 si l'entreprise a été bénéficiaire entre 2009 et 2011 et 0 si elle n'a pas été bénéficiaire d'aide. Les deux variables indépendantes essentielles sont la mesure de dépenses en lobbying au cours du premier trimestre 2009 et celle du risque de défaillance. Que ce soit pour l'échantillon complet de 357 firmes ou l'échantillon réduit au cas des 212 lobbyistes les plus actifs, le coefficient associé aux dépenses de lobbying est significativement positif. En revanche, celui associé à la variable de mesure du risque de défaillance est non significatif. Ce qui affecte la probabilité d'obtention d'une aide, ce n'est pas tant le risque de défaillance que l'importance du lobbying effectué. Avelino et Dink complètent leur étude par une analyse qui n'est plus en différence, mais un test en coupe instantanée de ce qui s'est produit après la crise. Ils tentent de mesurer les effets des dépenses de lobbying et du risque de défaillance sur le montant des subventions reçues. Ils introduisent comme contrôle les variables de taille, de rentabilité et de croissance. Comme seulement une petite partie des entreprises concernées a reçu effectivement des subventions, et donc comme pour une grande part d'entre elles, les montants sont égaux à 0, les auteurs recourent à des régressions par quantile. Leurs résultats montrent un effet positif et significatif du lobbying. En revanche, les entreprises les plus fragiles ou au risque le plus élevé de défaillance n'obtiennent pas plus d'aide. Concernant les variables de contrôle, les résultats suggèrent que ce sont les entreprises les plus grandes qui sont favorisées et celles déjà arrivées à maturité, cash flow élevé et ratio market to book faible. En conclusion, Avelino et Dink suggèrent la dynamique suivante. L'augmentation du risque de défaillance pousse les entreprises à consacrer des sommes plus importantes aux activités de lobbying. Elles en sont récompensées en bénéficiant de plus d'aides de l'État. Mais il est à craindre que les activités ainsi soutenues n'aient pour effet que de maintenir des rentes existantes qui auraient pu disparaître dans un environnement compétitif. En concentrant leurs efforts dans des activités de lobbying, ces entreprises détournent le capital d'activités productrices innovantes.
Si ces efforts sont payants pour l'entreprise et ses actionnaires, il y a de bonnes chances de penser qu'ils sont inefficaces au niveau de l'économie tout entière. Ainsi, le risque de défaillance engendre un coût social qui n'est jamais directement pris en compte dans la littérature financière. Ce papier le suggère bien à propos.